Vous avez téléchargé un dossier de consultation des entreprises qu'on appelle un DCE. Vous avez ouvert plein de documents pour répondre à votre appel d'offres, mais vous ne savez pas par où commencer. Et la réponse, elle est sous vos yeux. C'est par le règlement de la consultation. Bonjour, je suis Sébastien, ex-acheteur public, aujourd'hui gérant de l'entreprise Audecia. On accompagne depuis plus de 9 ans maintenant des centaines d'entreprises à répondre au marché public. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de voir ensemble ce qu'est un règlement de la consultation en prenant un exemple très concret. Ça vous permettra en fait de savoir exactement où rechercher l'information, comment l'utiliser et surtout de voir à quoi sert réellement un règlement de la consultation dans une procédure de réponse à un appel d'offres. Alors comme je vous l'ai dit, on va prendre un règlement de la consultation que vous avez sous les yeux et on va l'expliquer petit à petit. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le règlement de la consultation est le document à ouvrir dès que vous répondez à un appel d'offres. Pourquoi ? Parce que c'est le document qui fixe les règles du jeu. Dans un premier temps, ce qu'on voit ici, c'est que le marché est alloti. Si vous ne savez pas ce qu'est un allotissement, c'est très simple. Imaginez la construction d'une maison. Là, en l'occurrence, on est sur la construction d'un équipement sportif, ce qui est à peu près pareil. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents lots qui sont énoncés par l'acheteur, que ce soit un lot VRD, un lot gros œuvre, un lot charpente, étanchéité, etc., etc. Si vous êtes une entreprise, par exemple, de plomberie, vous vous dites, moi je peux pas tout faire. Je peux pas faire de la VRD, je peux pas faire de la grosse œuvre, je peux pas faire de la charpente, etc., etc. Ça sort complètement de ce que je sais faire. Par contre, la plomberie, le chauffage, la ventilation, ce qu'on appelle la CVC, ça je sais faire. Eh bien, c'est très bien parce que dites-vous bien que vous pouvez répondre uniquement qu'au lot 13. Vous n'êtes pas obligé de répondre à l'intégralité des lots. Si vous avez une entreprise qui fait, par exemple, comme c'est souvent le cas, à la fois de la peinture et à la fois du revêtement de sol, eh bien, vous pouvez répondre à ces deux lots. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner juste à un seul lot. Donc, dites-vous bien une chose, quand un marché est alloti, vous pouvez sélectionner le ou les lots auxquels vous souhaitez répondre. Ensuite, autre chose qui est hyper important dans les règles du jeu qui sont fixées par l'acheteur, c'est quoi ma date limite ? Quand est-ce que je dois remettre mon offre ? Jusqu'à quand je dois la remettre ? Et bien là, vous voyez, c'est fixé, et c'est toujours fixé dans un règlement de la consultation. Vous pouvez remettre votre offre avant le jeudi 12 mars 2026 à 15 heures. Donc, ne vous y prenez pas au dernier moment pour répondre à cet appel d'offres. N'envoyez pas, comme je le vois trop souvent, votre offre le jeudi 12 mars à 14 heures. Parce que c'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup d'investissement et il serait trop dommage de louper un appel d'offres parce que vous vous y prenez trop tard. Je vais passer rapidement sur le sommaire et on va expliquer les articles en fonction bien évidemment de leur importance. Donc je vais passer sur les articles qui ne sont pas importants et je m'arrêterai sur ceux qui me paraissent vraiment nécessaires pour vous en tout cas. L'objet du marché, ici c'est très simple, on sait à quoi consiste le marché, c'est ce qui est précisé ici, on sait que le marché est alloti, ça on l'a vu ensemble. On sait ici que le marché n'est pas réservé, alors il y en a beaucoup qui me posent la question, mais c'est quoi un marché réservé ? Marché réservé, c'est un marché qui est réservé à certaines typologies de structures. C'est le cas par exemple des marchés qui peuvent être réservés pour ce qu'on appelle des ESAT, donc c'est des établissements qui emploient du personnel handicapé. Donc si vous n'êtes pas ce type de structure, dites-vous bien que vous ne pouvez pas répondre à ce marché s'il est réservé, c'est tout. Ensuite, ici, on parle de la procédure. La procédure, c'est quoi ? Ça va être la procédure que va utiliser l'acheteur pour passer son appel d'offres. Très souvent, ces procédures, elles sont liées au montant de l'appel d'offres. Sachez bien ici que c'est une procédure d'appel d'offres ouvert, donc c'est un gros marché, c'est un marché de travaux qui doit excéder les 5 300 000 euros, parce qu'on est en février 2026 et aujourd'hui c'est le seuil en vigueur, seuil bien évidemment qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Donc ici, point important, si vous êtes une PME, ne privilégiez pas forcément des procédures d'appel d'offres ouverts parce que c'est des montants qui sont importants, c'est des marchés qui sont plus complexes que ce qu'on appelle des marchés à procédure adaptée, des MAPA. M-A-P-A. Ensuite, si on continue à balayer le règlement de la consultation, on voit qu'il n'y a pas de tranche, ça on peut passer, c'est pas extrêmement important. On voit qu'il n'y a pas de variante. Là, les variantes, je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Une variante, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez la possibilité de remettre ce qu'on appelle une offre de base, donc une offre qui va comporter stricto sensu ce qui vous est demandé par l'acheteur, et vous pouvez également remettre ce qu'on appelle une offre variante, donc une offre qui ne va pas forcément répondre à l'intégralité des demandes de l'acheteur, mais qui va proposer des solutions alternatives parce que ces solutions représentent un avantage économique, financier, un avantage technique, un avantage en matière de délai. Néanmoins, n'oubliez pas, vous avez l'obligation, même si vous proposez une variante, de répondre à la fois à l'offre de base et à la fois à la variante.
Des prestations supplémentaires peuvent vous être imposées, c'est ce qui est indiqué ici, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, sachez juste que quand une PSE est demandée par l'acheteur, vous avez l'obligation d'y répondre. Vous avez ici la durée du marché, très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marchés de type accord cadre, comme l'entretien des bâtiments communaux par exemple, qui sont des marchés reconductibles. Donc c'est des marchés qui ont bien souvent une durée d'1 an, mais qui peuvent être renouvelables 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça permet en fait à l'acheteur, à chaque date d'anniversaire du marché, de ne pas forcément le reconduire. Vous avez ici le contenu du dossier de consultation. Alors là, on voit que c'est annexé. La modification du dossier de consultation qui est possible par l'acheteur, et c'est très souvent le cas, c'est pour ça que quand vous téléchargez ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises, n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur la plateforme pour être au courant des mises à jour qui sont faites sur le dossier de consultation des entreprises, des questions et des réponses qui sont posées. Là, vous avez un article que beaucoup d'entreprises sous-estiment et que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas. C'est le délai de validité des offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez répondu au marché et que la date limite de remise des offres est passée, votre offre est valable pendant 180 jours dans le cas présent. Ça veut dire que passé ces 180 jours, si l'acheteur ne vous a pas fait de retour, il est obligé de revenir vers vous pour savoir si vous confirmez ou non votre offre, si vous la maintenez ou non. Visite des lieux, n'oubliez pas, lorsque c'est obligatoire, et c'est d'ailleurs très souvent le cas sur des marchés de travaux, de faire la visite. La visite, elle peut être facultative, conseillée, ou obligatoire. Bien évidemment, si elle est obligatoire, vous ne pouvez pas répondre à un appel d'offres si vous ne l'avez pas faite. Réalisation de prestations similaires, c'est pas très important. Le retrait du dossier, c'est pas très important parce que généralement, si vous avez réussi à avoir le dossier, c'est que vous êtes c'est que vous avez téléchargé sur la bonne plateforme. Contenu des candidatures et des offres, ça, c'est un article sur lequel vous devez vous arrêter à chaque fois que vous parcourez un règlement de la consultation. Pourquoi ? Parce que ça vous donne exactement le travail que vous devez effectuer pour répondre à l'appel d'offres. Et ce travail, il est subdivisé en 2 grandes familles. La première famille, c'est la sélection des candidatures, donc tout le travail à faire sur l'aspect candidature. Et l'acheteur, vous voyez, il vous liste tous les documents que vous allez à lui remettre. Là, je vois par exemple un DC1, je vois une déclaration sur l'honneur, je vois un certain nombre d'éléments sur les moyens humains avec les CV, je vois des certificats. Tout ça, ce sont les éléments que vous devez fournir dans votre dossier de candidature. Si vous oubliez un de ces éléments, ça peut poser problème. Ce n'est pas toujours éliminatoire, mais ça peut être éliminatoire, surtout si vous oubliez quelque chose au niveau de l'offre. Là, vous voyez que l'acheteur demande un certain nombre de qualifications qui sont subdivisées par lot. Sachez bien que vous pouvez avoir des équivalences. C'est ce qu'on appelle notamment, quand on vous demande des qualifications, des attestations de bonne exécution. Qu'est-ce que c'est ? C'est un courrier, c'est une lettre, c'est un formulaire qui va être complété pour vos clients, par vos clients, et qui prouve que vous avez bien effectué certains travaux. On vous demande également, et ça vous allez l'avoir à chaque fois, des attestations d'assurance, des déclarations sur le chiffre d'affaires, les effectifs, les références, etc., etc. Toute cette partie-là, c'est la partie candidature. Vous la retrouvez dans le règlement de la consultation. Pareil pour la partie offre, sauf que la partie offre, elle est beaucoup plus importante. Et elle est beaucoup plus importante pourquoi ? Parce que autant vous pouvez oublier à la limite 1 ou 2 éléments de la candidature et ça peut passer, c'est-à-dire que l'acheteur peut revenir vers vous en vous disant attention, vous avez oublié cet élément-là, est-ce que vous pouvez nous le renvoyer ? C'est possible, hein, c'est pas une obligation de la part de l'acheteur, mais c'est possible. Autant si vous oubliez quoi que ce soit au niveau de l'offre, c'est cuit. C'est cuit, vous ne pourrez pas avoir le marché, vous serez directement éliminé. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande ? D'ailleurs, c'est des éléments qu'on nous demande de manière récurrente dans tous les marchés. Un acte d'engagement, et vous verrez, j'ai fait une vidéo sur comment compléter un acte d'engagement, c'est le contrat, ni plus ni moins. Un DPGF, donc c'est là où vous allez faire vos prix, ce qu'on appelle une décomposition du prix global et forfaitaire. On nous demande des additifs sur les clauses sociales, on nous demande des éléments sur les sous-traitances, j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur les DC4. On nous demande également des éléments pour le lot 2, principalement la visite obligatoire, et on nous demande un mémoire technique. Et là, vous voyez, dans ce marché-là, eh bien, on a la décomposition du mémoire technique, c'est-à-dire tous les éléments qui sont attendus par l'acheteur concernant les moyens humains, les moyens matériels, l'organisation, la méthodologie, etc., etc. Donc en fait, vous avez ici ni plus ni moins le plan de votre mémoire technique. Donc vous voyez comment, d'un simple règlement de la consultation, on arrive déjà à trouver des réponses sur comment je vais structurer mon offre pour répondre à l'acheteur public tel qu'il le souhaite.
C'est extrêmement important, c'est extrêmement riche comme source d'informations et c'est pour ça que le règlement de la consultation a autant d'importance. Vous voyez qu'il faut aussi envoyer des fiches techniques, etc., etc. Ensuite, vous avez un autre article qui est éminemment important, qui est l'article sur le jugement des offres. Il faut bien comprendre que lorsque un acheteur vous évalue, il vous évalue toujours sur des critères d'attribution. Ces critères d'attribution, vous les avez juste ici. Donc vous voyez par exemple que pour le lot, ici gros œuvre, vous avez un premier critère sur la méthodologie de réalisation des éléments singuliers et représentatifs du projet, et vous avez les sous-détails. Vous avez 15 points qui est attribué, alors c'est 15%. Attention, des fois c'est les 15% qui sont en corrélation avec la pondération qui est faite sur l'offre technique. Parce que, en effet, quand on vous évalue à la fois sur une offre technique et on vous évalue sur des prix. Dans ce marché-là, on voit que la note technique est pondérée à 60% et les prix 40%. Donc c'est quelque chose qui est très important parce que ici, vous pouvez vous rattraper finalement si vous n'avez pas un bon prix sur la partie technique. Ensuite, on va vous évaluer sur la cohérence des moyens affectés aux études, sur l'organisation générale, etc., etc. Donc là, ce qui va être extrêmement important pour vous, c'est de prendre en compte l'intégralité des critères d'évaluation définis par l'acheteur pour constituer votre mémoire technique, pour constituer votre plan et pour y répondre pas à pas. D'accord ? Ensuite, vous avez d'autres éléments. Vous avez les formules de calcul qui sont utilisées par l'acheteur ici. Vous avez la vérification de la situation de l'attributaire. Ça, c'est des compléments d'information qu'on va vous demander principalement au niveau de la candidature pour voir si vous êtes à jour, notamment de vos impôts. Et vous avez les conditions d'envoi et de remise des candidatures et des offres. Ça, c'est aussi extrêmement important puisque vous voyez ici où envoyer vos offres. Est-ce que la signature est obligatoire ou pas? Ça, c'est aussi important parce que j'ai souvent cette question. Mais est-ce que je dois signer électroniquement mon offre? Ça va dépendre de ce qu'il y a dans le règlement de la consultation. Si le règlement de la consultation vous oblige à signer vos offres, eh bien, il faut le faire. Si on ne vous oblige pas, eh bien, il ne faut pas le faire. Et ensuite, on vous explique comment envoyer vos propositions de manière dématérialisée. Et vous voyez qu'ici, on a même un article dédié sur la signature des candidatures et des offres. Et vous voyez quelque chose de très important, la signature dans ce marché-là, des candidatures et des offres n'est pas imposée. Donc vous pouvez très bien tout envoyer sans signer les différents éléments. Voilà, j'espère que ça a été clair sur le règlement de la consultation. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que le premier document à lire, à parcourir lorsque vous souhaitez répondre à un appel d'offres, c'est bien ce document, puisque c'est ce document qui va fixer les règles du jeu, qui va vous permettre de comprendre comment vous êtes évalué. C'est vraiment votre feuille de route, notamment pour la constitution du mémoire technique, mais aussi pour la checklist des pièces à fournir. Ça vous protège, entre guillemets, de toute élimination. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est à vous de jouer maintenant dans vos réponses aux appels d'offres. Je vous souhaite plein de courage. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur notre site internet audecia.fr.